sont quelques mots maintenant pour présenter Nina Maritz. Après Karin Smuts ou Francis Kéré, par exemple, l'architecture africaine confirme avec Nina Maritz, qui est namibienne, qu'elle est une scène où la rareté stimule l'inventivité. Après avoir étudié l'architecture au Cap, en Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait pas d'école d'architecture à Windhoek, Nina Maritz a rejoint la Namibie, dont elle est originaire, qui a une société plus rurale et un climat semi-désertique, et a ouvert son agence. Mais pour la présenter vraiment, je suis paresseuse aujourd'hui, je vais à nouveau citer quelqu'un d'autre. Je vais citer le portrait que nous a fait cette fois Karin Smuts, avec qui Nina a fait ses études. Et Karin est bien connue ici, elle est devenue française à peu près, Karin Smuts. Toutes les écoles d'architecture se l'arrachent, lui envoient des étudiants. Et c'est Karin Smuts, je le rappelle, qui a introduit dans nos milieux le concept d'empowerment, qui est si difficile à traduire en français, émancipation, pouvoir faire. Chris Younes ne le traduit plus. Je pense que le mot maintenant est devenu... et donc nous devons à Karin Smuts. Voici Nina, présentée par Karin. Ces projets répondent à leur contexte d'une manière sensible mais puissante. Ils ont l'air d'être nés dans le paysage. Cela tient à la capacité de Nina d'évaluer ce paysage, d'implanter des bâtiments qui travaillent avec ses caractéristiques. Pente, orientation, eau, végétation, déjà là, bâtiments déjà là, etc. Son travail est spécifique au lieu, donc, très sensible aux matériaux et à la création d'espaces. L'implication des utilisateurs dans le processus, toujours, conduit à des solutions appropriées. Pour elle, ce terme « approprié » combine plusieurs facteurs. Des matériaux à faible taux d'énergie, une fabrication menée sur place pour développer l'économie locale, la mobilisation des communautés et de leurs compétences. Les projets de Nina sont respectueux du paysage, mais aussi de la société, de sa culture et des budgets. Ils sont fonctionnels, parce que Nina considère que lorsque les ressources sont limitées, les gaspiller pour des effets d'architecture sans usage est un crime. Voilà, c'est une nouvelle version de l'ornement est un crime, si j'ose dire. Son vif intérêt pour les ressources naturelles indigènes, pour une végétation qui, pour elle, fait partie de l'habitabilité des lieux, sont partie intégrante de la conception. Ce que j'admire dans son architecture, nous dit Karin Smuts, c'est qu'elle résulte toujours d'un effort collectif et qu'elle contribue à un modèle très juste de développement. Chère Nina. Merci. Bien, je suis désolée, je vais rester assise, mais comme vous le voyez, je me suis fait mal aux pieds, donc c'est plus facile pour moi de rester assise. Je voudrais remercier le Global Award pour l'architecture durable et particulièrement Hélène Contal de m'avoir invitée à ce forum prestigieux et de me permettre de faire partie de ce formidable réseau. Je suis très impressionnée de venir à la suite des autres lauréats. Je suis impressionnée par leur travail. C'est vraiment intéressant pour moi de voir qu'il y a une conception partagée d'un monde qui ne se soumettrait pas à l'hégémonie de l'architecture d'entreprise. Alors, je vais utiliser les mots moi, je, nous également, parce qu'en fait, Nina Maritz Architects, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble, 5 à 6 personnes, ça change en fonction des années, en fonction des stagiaires qu'on aime. Enfin, nous sommes une communauté. L'Afrique est souvent considérée comme une entité unique, mais en réalité, c'est un continent, non pas un pays. Et c'est l'Afrique qui est le contexte de notre travail. La Namibie a de différentes ethnies. Vous voyez ici toutes les langues que nous avons qui sont liées à différents lieux. Et ici, vous voyez certaines de nos tribus. On travaille souvent avec différents types de gens et le dernier projet que je vais vous présenter, c'est celui qui nous a amené à travailler avec le peuple Johan en bas à gauche. Pendant la colonisation allemande au milieu du 19e siècle, la Namibie a été soumise à un génocide qui est peu connu, mais 80% du peuple Herero, 50% des Nama et un nombre inconnu de San ont été
été exterminés. Et entre 1915 et 1990, l'Afrique du Sud a été au pouvoir. Tout d'abord via un mandat de la Société des Nations et ensuite c'est l'apartheid qui a été mis en place, qui a été appliqué dans le pays. Et à partir de 1966 et 1989, il y a eu un mouvement de libération qui a lié à un conflit avec l'armée sud-africaine. Donc on a une histoire, un siècle d'occupation étrangère. Et même si le coefficient Gini s'est amélioré, on est à 0,57, la France est à 0,33, la Chine 0,7 et les pays scandinaves sont plutôt voisins de 2. Je suis perdue dans mes diapositives. Je pense que je n'appuie pas sur le bon bouton. On a une population très faible et seulement 4 secteurs économiques, l'exploitation minière, la pêche, l'agriculture et le tourisme. Le reste est négligeable, on n'a presque pas d'usines. Et l'agriculture vivrière, l'agriculture commerciale, permet à 70% de la population de survivre. Mais avec l'impact du changement climatique, ce que l'on voit, c'est que la situation change complètement et on estime qu'en 2030, la plupart des gens ne pourront plus survivre grâce à l'agriculture vivrière. Donc ça, c'est vraiment un problème. 70% de la population qui en dépend. Un tiers des Namibiens sont déjà au bord de la famine. Et cela va s'aggraver avec le changement climatique. On a notamment des périodes de sécheresse qui augmentent et vous imaginez bien les problèmes que cela pose. Mais je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. La Namibie est pionnière en matière de conservation et les communautés locales sont responsables et bénéficiaires des ressources naturelles. Et ça permet de compenser le manque de vivre. Et ça permet notamment d'avoir du gibier, puisque le gibier est géré de façon durable, et ça permet également de générer des ressources du tourisme, notamment des safaris, même si c'est controversé. Donc notre travail est fortement lié à l'environnement et à la survie des gens dans la nature. On se centre vraiment sur la durabilité écologique et sur ceux qui en ont besoin. On travaille avec le concept de frugalité. Être un architecte, c'est une drôle de vie. Vraiment, on pense, on réfléchit comme un architecte 24 heures sur 24 dès qu'on commence à mener des études d'architecte. Et souvent, on n'est en contact qu'avec d'autres architectes. Donc, on se construit une espèce de mythologie commune. On commence à suivre un certain nombre de concepts architecturaux, d'avoir des croyances. Mais moi, mes parents étaient architectes, donc j'ai eu une vision un peu critique et j'ai été un peu inoculée contre cela. Je voudrais vous expliquer un peu mon parcours, parce que lorsque je prépare une conférence, j'essaie vraiment de réfléchir sur ma vie de façon très générale, essayer de réfléchir à ce que je fais ici sur Terre. Il y a un proverbe nigérien qui dit « Pour savoir où vous allez, vous devez savoir d'où vous venez ». Et donc, je vais vous expliquer d'où je viens, comment j'ai grandi, parce que ça a forcément beaucoup d'influence sur mon travail. Ma famille a toujours fabriqué des choses. C'était très concret. On faisait plutôt des châteaux de sable plutôt que de regarder la télévision. On jouait avec l'argile puisque ma maman était potière. Mon père faisait de la menuiserie. On l'aidait, entre guillemets, à jardiner. On travaillait avec des textiles. Mon frère, d'ailleurs, est devenu peintre. Et donc, pour moi, tout cela est devenu essentiel.
Il s'agit de contexte et d'artisanat, d'être et de faire, de l'identité et du lieu, de faire les choses de façon très concrète. Et j'ai grandi sous l'apartheid, on vivait en Afrique du Sud à Port Elizabeth. Et c'est vrai que la Namibie était considérée comme une partie de l'Afrique du Sud à cette époque, mais ma petite enfance était confortable, heureuse, parce que les enfants étaient préservés des problèmes liés à l'apartheid. Il y avait la censure et on ne savait pas très bien ce qui se passait. Et c'est au lycée que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais dans une école publique. Donc on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait, mais enfin on a commencé à poser des questions, à remettre en cause ce drôle de mode de vie où l'on vivait séparés les uns des autres. On a remettre en question ce modèle dans lequel les Noirs étaient très pauvres, les Blancs plus riches. Ensuite, je suis allée à l'université du Cap, qui à l'époque était vraiment un foyer de résistance. On était là-bas exposés à beaucoup plus de questions. On se posait la question de ce rôle social en tant qu'architecte. Et tout ce parcours a eu beaucoup d'influence sur moi. Ça m'a vraiment affecté, ça a affecté ma réflexion et ça m'a façonné. Alors, je pense que ça y est, en termes de contexte, de parcours, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est mon bureau qui est en fait dans mon jardin, un petit bâtiment dans mon jardin, et c'est une sorte de reconstruction. C'est-à-dire, on a réutilisé un certain nombre de matériaux qui étaient déjà là. C'est comme un environnement. Il faut qu'il y ait de la biodiversité si l'on veut qu'il y ait de la survie. C'est plus sain écologiquement que la monoculture. Et là, c'est pareil, il faut que l'environnement soit sain pour les hommes et pour la planète. Moi, j'ai travaillé par le passé dans un bureau qui n'avait pas de fenêtre et où les murs étaient gris et on ressortait le soir, on n'avait pas vu passer la journée, on avait l'impression d'avoir été dans un bunker souterrain toute la journée. Donc pour moi, une vue vers l'extérieur, c'est absolument essentiel. Ça, c'est une vue de notre bureau. On a utilisé des vieilles barrières anti-cambriolage qu'on a trouvées sur place. On utilise l'énergie solaire, on utilise des vieilles tuiles, on utilise de l'eau recyclée également, parce que en fait, la ville dans laquelle on est utilise de l'eau recyclée. Donc ce n'est pas un bureau conventionnel, mais c'est quelque chose qui promeut la diversité et l'écologie. Ici, vous voyez le type de travail qu'on a fait à partir de la structure existante. Beaucoup de nos bâtiments sont faits par des gens qui n'ont pas de compétences particulières et ça a des implications esthétiques, c'est-à-dire que nos bâtiments ne sont pas très photogéniques. C'est un peu difficile dans le marché architectural actuel. Et moi, je me suis toujours sentie dans ce sens un peu à l'écart, pas un architecte comme on peut l'entendre. Je lisais, quand j'étais adolescente, de la science-fiction qui se centrait sur la lutte entre le bien et le mal, entre les riches et les pauvres, et qui nous amenait des images de villes protégées, des étendues désertiques où se trouvaient les pauvres et les renégats. Et en tant qu'enfant, je pensais que c'était simplement imaginaire, que ça n'allait pas devenir réalité. Et que ces murs érigés autour des privilégiés, autour des riches, n'existaient pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a des murs érigés autour des riches et puis autour les pauvres qui essayent de survivre, comme ces communautés de vendeurs de cristaux. On leur a bâti un marché sur le concept de la géode. Tous les jours, ils se rendent sur ce terrain isolé qui est dans une zone désertique et le soir, ils devaient tout ranger, tout ramener chez eux à plusieurs kilomètres de là. Donc on a conçu une structure qui est un refuge, un abri, et qui est très brute à l'extérieur, mais à l'intérieur plein de beauté.
On a utilisé des gabions de pierre afin de créer des zones de vente. Et puis, à l'intérieur, on a une structure de bois avec des tables qui ont un couvercle amovible. Donc, vous mettez votre marchandise et puis vous fermez le soir, vous fermez à clé, vous pouvez partir. Tout a été fait à partir de pierres locales. Il n'y a pas de ciment. On a utilisé de la tôle ondulée pour le toit. Tout peut être retiré, peut être réutilisé si nécessaire. Et l'idée, c'était que cela puisse servir à toutes sortes d'objectifs à l'avenir. Dans cette dichotomie, à partir de cette dichotomie entre les pauvres et les riches, en plus de cette dichotomie entre les pauvres et les riches, en Namibie, on a la nature qui abrite des interactions complexes qui sont à l'origine de la vie. Et on travaille également souvent dans des environnements naturels fragiles, souvent pour des travaux qui sont liés au tourisme. Ça, c'est le Fish River Canyon, qui est le canyon Fish River, qui est le canyon Fish River, qui est le deuxième canyon le plus grand du monde, qui est une des grandes attractions touristiques de Namibie. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire comprendre aux gens que cette zone est complexe et qu'il faut la respecter. Lorsque vous arrivez sur le site, vous traversez cette plaine très plate, vous ne voyez pas du tout le canyon. Donc on a construit une plateforme très basse qui cache le paysage, la ligne de paysage. En dessous, il y a une zone d'ablution. Et lorsque vous arrivez au sommet, vous avez la vue sur le canyon en contrebas. Tout est très solide parce qu'il y a des babouins sur le site et que les babouins cassent absolument tout. C'est très venteux également. Vous imaginez bien les vents qui soufflent sur le canyon. Donc on a tout fixé au sol, tout est en métal parce qu'il y a vraiment des vents extrêmement forts et des babouins qui cassent absolument tout. Même les toilettes. On n'a pas réussi en fait à les empêcher de rentrer dans les toilettes parce qu'ils peuvent ouvrir toutes sortes de verrous, toutes sortes de portes. Mais on a décidé de mettre un verrou avec un chiffre et une pancarte avec le code du verrou parce que quel que soit ce que les babouins sont capables de faire, ils ne savent pas lire. Ils ne pourront pas lire le code. Lorsque l'on fait l'effort de préserver la nature, il faut également bien prendre en compte que l'homme et la nature ne sont pas séparés. Et un de nos premiers projets, c'était le site, le centre pour visiteurs de Tweefelfontein. C'est un site d'art rupestre et l'art rupestre était fait par les chamans en transe. Et je voudrais que vous fermiez vos yeux et que vous appuyiez sur vos paupières légèrement. Vous allez commencer à voir des petits points de lumière. Et ces petits points de lumière, ce qu'on appelle les phosphines, et lorsque vous entrez dans la première phase de transe, c'est quelque chose dont vous êtes très conscient, ces petits points de lumière. Donc au centre, on a créé en fait une sorte de transe, c'est-à-dire que vous entrez dans un espace obscur, vous voyez ces petits points de lumière, et l'idée c'est d'essayer de faire comprendre aux gens à quoi servaient ces peintures rupestres, ces gravures rupestres. Les visiteurs, souvent, ne sont pas très respectueux des peintures. Donc, notre idée, c'était de leur en faire percevoir la valeur. Alors, au cours de la deuxième phase de transe, dans la seconde phase de transe, vous commencez à visualiser des liens entre ces différents points de lumière. Donc, si vous allez commencer à voir des lignes, par exemple, et si vous êtes un bushman, vous pouvez imaginer que ça représente tel ou tel animal, un élan, par exemple.
Ensuite, lorsque vous êtes complètement en transe, vous allez devenir cet animal. Et si vous êtes un chaman, vous allez être capable de bouger dans le monde spirituel, vous allez pouvoir guérir les malades et enchanter l'animal afin qu'il puisse être chassé le jour suivant. Et 25% des êtres humains ont la capacité d'entrer en transe. Ce n'est pas un phénomène si rare. Les Bushmen, en particulier, les Bushmen utilisent la transe dans leur culture. Ce concept de transe et de paysage environnement, c'est ce qui nous a inspirés pour faire cette forme libre avec des murs en gabion de pierre, des tuiles qu'on a coupées à partir de bidons d'huile. On les a coupés, ensuite on les a placés les unes sur les autres. Et puis on voit bien que la structure se fond très bien dans le paysage. La couleur est la même que l'oxyde de fer que l'on trouve dans les pierres. Donc c'est presque complètement invisible. Et le bâtiment est complètement réversible, c'est-à-dire qu'on peut tout enlever, tous les éléments peuvent être réutilisés, et il n'y a rien qui restera. Moi, j'ai trouvé que c'était important parce que même si ce site a été exploré, fouillé, en tout cas c'est ce qu'on pense, complètement fouillé, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 50 ans. On pourrait se rendre compte qu'en fait on a construit par-dessus un endroit qui doit être fouillé parce qu'il y a quelque chose de précieux en dessous. Donc il est important de pouvoir supprimer le bâtiment. Ça, c'est important. Je trouve que concevoir un bâtiment qui peut être détruit, c'est un point essentiel de l'architecture. Le bâtiment n'est pas fermé, on a des fenêtres ouvertes, la température extérieure peut être très élevée, mais grâce au travail avec les pierres, la température à l'intérieur est bien moins élevée qu'à l'extérieur. Et les bidons d'huile, de pétrole ne nous ont pas simplement servi pour le toit, on a également créé des écrans qui d'ailleurs augmentent la sensation de transe en créant la sensation d'être un peu désorienté. Ça, j'ai trouvé ça intéressant lorsque je l'ai lu, hein, miam miam. Ça signifie l'idée que une architecture qui a un rôle social, c'est quelque chose qui n'est pas de bon goût parce que le but de l'architecture est esthétique. Et de ce fait, on a beaucoup d'objets architecturaux qui sont des illusions de perfection, qui sont métaphoriquement, parfois littéralement, des cubes blancs immaculés. Mais pour moi, il y a une autre approche dans laquelle l'objet architectural ne serait pas uniquement esthétique, mais chercherait un équilibre qui serait en mouvement constant et qui aurait pour objectif la durabilité. Et dans ce concept, la beauté devient un outil plutôt qu'un objectif. On utilise l'esthétique, on utilise l'esthétique pour inspirer les gens et les gens pour inspirer l'esthétique. Et ce type de processus, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Et ça peut vraiment transformer l'architecture. Pour moi, l'architecture, ça peut partir dans tous les sens, mais ça n'est jamais statique. Alors, le projet de centre de l'habitat, c'était le projet qui nous a fait connaître et dans lequel on a expérimenté toutes sortes de choses, des matériaux, des technologies, parce que comme c'était un centre de recherche, on s'est dit que justement, il fallait mettre en pratique ces recherches. Donc, on a utilisé des panneaux solaires
pour faire de l'ombre. On a utilisé des cubes de béton pour monter des murs. On a utilisé le mica pour faire des pavés. On a appris aux soudeurs à travailler avec du métal de récupération. D'abord, on les a formés, et puis ensuite, on les a laissés faire, et ils ont créé de très belles sculptures. On a utilisé des graviers tirés des fondations. On a utilisé du polystyrène également de récupération pour l'isolation. Les sacs de sable, les murs de calcaire, toit végétal. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes les innovations, mais ce que je veux dire, c'est que ce projet, c'est un collage. C'est l'antithèse un peu de ce bâtiment immaculé et blanc dont je vous parlais précédemment. Vous voyez ici que le processus devient le produit et vice-versa. C'est comme une conversation dialectique. Après le centre sur l'habitat, on a commencé à travailler davantage à des projets liés à la communauté parce que les gens commençaient à avoir davantage confiance dans notre travail. On pouvait leur dire « oui, on sait très bien, on connaît ce matériau, on l'a déjà utilisé au centre sur l'habitat, on peut vous montrer. » Et ça, justement, c'est un projet intéressant qui est dans la région du centre-nord, dans laquelle il n'y a aucune pierre. Donc on a utilisé des sacs de sable, mais il faut savoir également que c'est une zone frontalière et que pendant la guerre, on défendait certaines zones militaires avec des sacs de sable. Et ces sacs de sable ont été abandonnés et les gens, particulièrement les enfants, se sont mis à jouer dans ces lieux militaires et parfois ça donnait lieu à des accidents. Donc les gens avaient une vision relativement négative des sacs de sable. Et nous, on a décidé de transformer cela. On ne voulait pas forcer les gens à adopter une technologie dont ils avaient une mauvaise expérience. Mais on a utilisé les sacs de sable de façon en les cachant. Vous voyez la construction, le processus de construction. Ce bâtiment, c'est une vitrine, un atelier, un centre de rassemblement pour des artisans qui travaillent dans cette région. Et au cas où vous poseriez la question, nous sommes payés pour ces projets. Nous ne les faisons pas entièrement gratuitement, mais on a un système de subventions, diverses subventions liées aux projets publics, des subventions également privées. Donc en fait, on arrive à équilibrer les choses de cette manière. On a un tarif, il y a un tarif fixe en Namibie pour les architectes, mais on essaye de fonctionner en utilisant les différentes subventions qu'on peut trouver. Ce projet était assez amusant. Il a été principalement mené par un jeune architecte de mon bureau avec mon aide. Il y a eu différentes phases. C'est un mur en réalité. C'est un centre d'information touristique qui est un mur avec des espaces de rassemblement. Mais le mur, c'est également quelque chose qui peut grandir. On en a construit autant qu'on pouvait. Vous voyez ces petits rectangles de fondation? Eux sont au niveau de la cheville. Et si on a de l'argent, on pourra en faire des petites boutiques. On n'a pas rendu les 100 000 $ qu'on n'avait pas utilisés, on a juste construit les fondations pour éventuellement un projet futur. À l'intérieur du mur, on a une rampe qui mène à une plateforme. Le paysage est très plat et de là, on voit la plus grande montagne de Namibie qui a une signification mythologique forte dans la région. Et pour prendre la rampe, les visiteurs doivent et aller contempler la montagne, les gens doivent passer le long de panneaux d'information. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des ateliers avec les enfants des écoles locales et ils ont fait des fresques
des fresques qui tiennent lieu de panneaux d'information. Nous avons travaillé, nous étions 4 adultes à travailler avec ces enfants. On a tout apporté, le matériel, les craies grasses, les pinceaux, et les enfants se sont énormément amusés. Ils ont adoré, mais à la fin de la journée, ils étaient absolument épuisés. Il fallait les porter, ils n'en pouvaient plus. On essaye constamment de simplifier notre travail. Lorsqu'on travaille avec des matériaux réduits, ça peut être un problème. Mais si l'on considère tous les facteurs dont l'architecture a besoin, eh bien, en fin de compte, c'est la complexité qui reste, c'est inévitable, c'est un peu comme l'évolution. Ça, c'est un projet relativement récent, peut-être le projet le plus important qu'on a mené et qui consiste en 3 bibliothèques régionales différentes, sur 3 sites différents, mais avec des caractéristiques communes. Le projet était commun et on a décidé d'utiliser un système modulaire, des modules fonctionnels qu'on a assemblés de différentes manières sur chacun des sites. La Namibie a une exposition au soleil excellente, hein, c'est peut-être le meilleur après le Sahara, donc on a utilisé des toits en panneaux solaires. Ils sont tous exposés au nord avec une pente optimale. On est environ à 23 degrés. Et ces bibliothèques sont construites dans des endroits où les gens souvent ne connaissent que des petits bâtiments. Donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne occasion d'ajouter un petit peu de hauteur pour que les gens soient plus ouverts à l'idée que un bâtiment, ce n'est pas seulement 4 murs et un toit, mais on peut travailler sur les volumes. On a essayé de faire en sorte que la lumière pénètre dans le bâtiment. On a créé des auvents pour créer de l'ombre. C'est un bâtiment qui demande peu d'entretien avec des briques d'argile. On a également de grandes vitres pour que la lumière du jour puisse pénétrer. On est éclairé uniquement à la lumière du jour et les panneaux solaires fournissent 90% de l'énergie du bâtiment. On essaye de réduire la chaleur avec toutes sortes de méthodes, des auvents, des pergolas, des panneaux. Parce que, bien entendu, le problème, c'est le soleil sur le verre. La photo en haut à gauche montre ce qu'on peut faire, montre la lumière qu'il y a. Elle n'est pas du tout surexposée. Vous voyez le type de lumière qu'on a. Moi, je porte des lunettes de soleil lorsque je sors. Et des fois, je sors, il est 2 heures de l'après-midi, je me dis « Ah, zut, j'ai oublié mes lunettes de soleil ». En fait, non, je les porte, mais la lumière est si brillante qu'on est ébloui quand même. Les plafonds sont hauts, on a de la ventilation, un refroidissement par évaporation, des systèmes de ventilation, et en hiver, on a ces grandes rampes sur le côté qui agissent comme trappes à soleil, parce qu'on ne veut pas que le soleil pénètre directement, mais la rampe attrape le soleil qui se reflète et qui est renvoyé. On utilise les murs extérieurs comme périmètre. En Namibie, souvent, on aime bien qu'il y ait des barrières, des grillages, c'est assez hostile. Nous, au contraire, on voulait créer un espace public accueillant. Les bibliothèques ont le Wi-Fi gratuit, donc souvent, on voit les gens qui se mettent sur les marches, qui discutent, ça devient un espace social parce qu'ils ont accès au Wi-Fi gratuitement. Internet, c'est extrêmement coûteux en Namibie, peut-être 10 ou 15 fois ce que vous payez ici en Europe. C'est un des systèmes les plus coûteux du monde. Ça, c'est une cour qu'on a créée
On a une cour également qui sert d'amphithéâtre, une autre qui sert de salle de cinéma, de façon à ce qu'on puisse mener des activités extérieures variées. On a également décidé de ne pas utiliser de rayonnage et de catalogue extrêmement sophistiqués en provenance d'Amérique et d'Allemagne. On voulait vraiment que tout soit fabriqué sur place et on a une espèce d'arbre invasive en Namibie. On ne voulait pas utiliser du bois de Malaisie qui est responsable de déforestation. On ne voulait pas non plus utiliser des bois endémiques. Donc on a utilisé ce bois d'une espèce invasive qui est assez difficile à travailler. On a utilisé environ 50 mètres cubes par bibliothèque pour créer tout le mobilier, les rayonnages. Et c'est un matériau extraordinaire une fois que une fois que les menuisiers et les ébénistes acceptent de le travailler. C'est vraiment, ça adoucit beaucoup l'espace. Moi, je n'avais jamais travaillé avec du bois auparavant parce que je ne veux pas utiliser des sources de bois qui ne soient pas durables. Mais là, c'était vraiment fantastique et je vais essayer de l'utiliser à nouveau. Ça a également créé de l'emploi sur place. Et c'est un modèle qui peut être répliqué dans des petits pays. Ça, c'est pour les enfants. Vous voyez qu'on a utilisé des couleurs et la signalisation était très facile à déchiffrer, assez universelle parce que beaucoup de gens sont illettrés dans la zone et on voulait qu'eux aussi se sentent les bienvenus dans la bibliothèque parce qu'il y a toutes sortes de supports qu'on peut utiliser dans une bibliothèque, même si on ne sait pas lire. On est dans une région où il y a du sable partout. Le mot Oshana signifie petit étang, donc on a utilisé la couleur bleue pour rappeler, ça c'était donc pour la bibliothèque située là où il y avait des étangs, et dans la bibliothèque là où, dans la zone forestière, on a utilisé du vert pour rappeler l'environnement autour. Yeah, we ran into trouble with the materials. On apporte beaucoup d'attention aux matériaux qu'on utilise. On a beaucoup d'ateliers au cours desquels on présente notre travail. Les gens, notamment pour les bibliothèques, les gens ont beaucoup aimé, mais on s'est dit que ça ne ça ne donnait pas vraiment l'idée de ce que du béton brut allait donner en réalité. Et vous voyez qu'ici, par exemple, on avait commencé à construire le bâtiment et le ministère de l'Éducation nous a dit « Non, non, attendez, on est sur de la brique et du béton. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. » Alors, au début, on leur a dit « Non, non, attendez, c'est une approche petite bourgeoise. Vous allez voir, c'est un matériau très intéressant. » Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, le béton et la brique renvoyaient aux années de l'apartheid et à l'architecture brutaliste de cette époque. Donc, on a décidé de faire un compromis et de s'adapter. On a donc décidé de carreler les colonnes en béton, on a peint les murs de béton, on a créé des balustrades ajourées. Et une fois que tout a été fini, eh bien, les autorités ont adoré, les habitants ont adoré. Et je suis vraiment contente qu'on ait fait ce compromis, qu'on ait accepté de faire ce compromis, parce que sinon, on est empêtré dans nos certitudes, l'architecte croit tout savoir. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose que je dois sans arrêt garder à l'esprit lorsque je travaille sur un projet. Ça a été vraiment un défi pour nous. Nous travaillons avec des populations qui ont des aspirations liées à ce qu'ils voient à la télévision, liées à la société consumériste américaine, et ils veulent avoir ce qu'ils voient à la télévision. Et il y a un fossé entre ce que le pays peut leur fournir et ce que les gens
veulent avoir. People don't get their notions from trendy minimalist architecture. Et les gens ils ne lisent pas les magazines d'architecture, ils ne savent pas ce que c'est que l'architecture minimaliste. Pour eux, le destin de la planète, c'est également une réalité très distante pour eux. Et nous devons faire le lien entre ces différentes aspirations via une conception durable. Et c'est très difficile. On ne peut pas imposer nos idées aux gens. Il faut les impliquer dans les processus afin qu'ils décident eux-mêmes de faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une société où tout le monde appartiendra à la classe moyenne, mais moi je crois que ce ne sera pas le cas. La pauvreté explose et je pense que nos modes de vie détruisent la planète. On a beaucoup à apprendre du peuple San. Ils ont l'ADN le plus complexe du monde et c'est la même chose avec leur langue. Donc ils sont étudiés par des anthropologues, des généticiens, des linguistes. Et chaque membre de l'ethnie San est étudié par plus d'anthropologues que toute la population parisienne, je pense. Ils sont une société qui n'est pas matérialiste et qui est égalitarienne. Ils ne se spécialisent pas dans une activité particulière, mais malheureusement, ils sont très marginalisés. Ils luttent pour s'adapter à la vie moderne, pour aller à l'école. Donc on a mené un projet visant à construire des écoles primaires dans les villages afin que les enfants restent près de leur famille, de leurs enfants et puissent rester immergés dans leur culture traditionnelle. On a utilisé à nouveau ce concept de module. On utilise des formes qui ne sont pas forcément octogonales, mais plus libres, donc pour être plus proche de ceux qu'ils connaissent. Et on peut ensuite répliquer le modèle sur d'autres sites. La conception est très simple, hein, des murs, un toit, un plancher, ou même pas toujours. On a d'abord construit la structure en acier. Ensuite, on a travaillé avec les communautés pour utiliser les matériaux qui étaient disponibles. Donc parfois, c'est du sable, parfois c'est de l'argile. Et dans ce type de projet, les architectes vont bien plus loin que simplement dessiner le bâtiment. On fait des ateliers, on lève des fonds, on fait de la formation à la construction, etc. J'espère que vous avez remarqué l'adresse pour pouvoir donner. Elle figure sur l'écran. Donner des fonds. L'architecte attache trop d'importance à l'image et ce depuis trop longtemps. Nos systèmes, nos modes de vie modernes ne sont pas durables, quelles que soient les stratégies qu'on utilise pour économiser l'énergie. Et nous sommes responsables de la crise écologique et nous qui vivons dans les pays développés, nous sommes les plus coupables. Nous ne faisons pas, nous ne menons pas ces projets avec les communautés pour notre propre confort moral. Notre idée, c'est de résoudre des problèmes très concrets, pas simplement de résoudre, de fournir un robinet conçu par Stark. Il faut que notre mode de vie soit plus frugal. Et au cours des dernières années, j'ai commencé à avoir des doutes sur mon approche. Peut-être que c'est parce que je prends de l'âge. Je suis de plus en plus pessimiste et j'ai l'impression d'être complice de la destruction de la Terre. Je ne sais pas, peut-être que je ne dois pas chercher à tout résoudre, simplement faire mon travail dans mon coin, comme beaucoup font. Par exemple, on a vu mes prédécesseurs qui permettent de créer du lien. Peut-être que je dois me contenter de cela. Et pour moi, plus la situation devient complexe, plus le défi devient intéressant. Donc, j'ai peut-être plus d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup.